Le nom de Heinrich Schliemann évoque le destin extraordinaire d'un enfant qui rêve de découvrir l'emplacement de l'ancienne ville de Troyes. Sa passion est née des récits de son père, un pasteur protestant, qui lui raconte les exploits homériques. Les difficultés financières de sa famille empêchent l'enfant Schliemann de faire des études. Il commence à travailler dès l'âge de 14 ans dans une épicerie. Devenu adulte, il fait fortune dans le commerce, d'abord en Russie, où il vend différentes marchandises, puis en Californie, à l'époque de la ruée vers l'or, où il tient une banque. Et enfin, de retour en Russie, pendant la guerre de Crimée, dans la vente de l'indigo, qui servait à teindre les uniformes des soldats. Poussé par ce rêve d'enfance, à 44 ans, il abandonne le monde du commerce et se lance dans l'archéologie. Un changement de vie qui va faire de lui le plus célèbre archéologue de tous les temps. Trouver l'emplacement de l'ancienne ville de Troyes signifie prouver qu'il y a une vérité historique derrière l'Iliade, que la fiction est basée sur des événements qui ont réellement eu lieu. Traditionnellement, les deux sites considérés comme pouvant correspondre à la ville du roi Priam étaient Hisarlik et Bunarbashi, situés tous les deux au nord-ouest de la Turquie. La ferveur et le zèle de Schliemann lui permettent de prouver rapidement qu'Hisarlik est l'emplacement de l'ancienne ville de Troyes. À la fin de sa première campagne de fouilles, en mai 1873, il découvre le trésor de Troyes, appelé aussi trésor de Priam. Des années plus tard, Schliemann essaie de retrouver les tombes du roi de Mycène, Agamemnon, le vainqueur de la guerre de Troie. Et il déterre les célèbres masques au nord, dont un qu'il identifie au visage d'Agamemnon. Au moment où il change de vie, Schliemann justifie sa passion pour la science et son intérêt tardif pour l'archéologie dans une autobiographie qu'il publie avant ses premières véritables campagnes de fouilles. C'est là qu'apparaît la scène de l'enfant qui rêve de Troie. Dès sa publication, cette scène frappe l'imagination du public. Elle fait naître la passion de la science chez des gens qui ne semblaient pas destinés à s'y consacrer, que ce soit par leurs origines sociales, par l'absence de formation ou par manque d'opportunités. Cette autobiographie connaît un vaste succès depuis sa première publication en 1869. Elle contient un autre aspect qui enthousiasme le public. La méthode autodidacte d'apprentissage des langues conçue par Schliemann. Cette méthode lui a permis d'apprendre plus de 12 langues par lui-même. Elle consiste à lire un roman dans une langue connue et dans une langue inconnue, à rédiger des historiettes sans jamais faire de traduction. Il a ainsi appris l'anglais, l'espagnol, l'italien, le turc, le grec ancien, le grec moderne, le latin, le hollandais, le russe, le français et d'autres langues. Et c'est cette maîtrise de nombreuses langues qui lui a permis de faire fortune dans le commerce. Ce fascinant récit de vie a été considéré comme véridique pendant environ 100 ans. Dans les années 1970, une série d'historiens et d'archéologues l'ont mis en question. Ils ont prouvé que pratiquement tout ce que Schliemann raconte sur sa vie avait été inventé. Le doute s'est alors projeté aussi sur ses découvertes archéologiques dont on a pu penser que c'était des faux. Par exemple, dans son journal, il raconte longuement sa rencontre avec le président américain Millard Fillmore le 21 février 1851, inventé de toutes pièces, puisque Schliemann n'était pas à la Maison-Blanche ce jour-là. Certains objets, comme la tête de Cléopâtre, dont il a assuré qu'il les avait trouvés lors de fouilles, ont été en vérité achetés à des marchands. Les conditions dans lesquelles il obtient son divorce en 1869 sont aussi faussées. Il prétend avoir vécu 1 an à Indianapolis et falsifie la traduction de lettres de sa femme pour justifier sa demande de divorce. Et enfin, si l'on considère les rapports difficiles qu'il a toujours eus avec son père, si on prend en compte certaines correspondances avec son demi-frère et le fait qu'il n'existe aucune trace d'un intérêt pour l'archéologie avant ses 40 ans,
on peut se demander si la scène de l'enfant qui rêve de Troie n'est pas aussi une fiction. Son autobiographie fut donc d'abord considérée comme véridique, puis entièrement rejetée comme un mensonge. Ce n'est qu'au moment du centenaire de sa mort, en 1990, qu'un nouveau bilan fut proposé. Il permet aujourd'hui de reconnaître sa contribution à la discipline archéologique et aussi de nous émanciper de son récit autobiographique. En tant que chercheur en littérature, ce n'est pas le fait que les écrits de Schliemann, autobiographiques ou archéologiques, soient vrais ou faux qui m'a intéressé, mais que ce sont des récits. Je me suis demandé quelle vérité nous dit le récit de Schliemann, même quand il n'est pas véridique. Et aussi, comment fonctionnent ces récits? Comment expliquer leurs variantes? Car arrivé à Athènes, à la bibliothèque Gennadius de la American School of Classical Studies at Athens, où se trouvent les archives Schliemann, j'ai appris qu'il existe en vérité 4 versions différentes de son autobiographie. Un fait qui est connu des spécialistes, mais pas du grand public. La première est écrite en anglais et reste inédite de son vivant. Elle précède sa carrière d'archéologue, mais on y trouve déjà sa méthode d'apprentissage des langues en autodidacte. La deuxième autobiographie est en vérité une partie de la préface à son premier ouvrage scientifique, Ithaque, le Péloponnèse et Troie, et elle a été écrite en français. La troisième se présente comme une autobiographie, précède son livre Ilios, qui fait le bilan de 10 années de campagne de fouilles à Troie et a été écrite en anglais. La quatrième a été rédigée en allemand après sa mort, à partir de fragments des précédentes et d'autres documents. Les historiens et les archéologues ont utilisé ces récits en tant que source, ou pour mettre en évidence des contradictions et des variantes. En m'intéressant au récit, j'ai compris que la scène de l'enfant qui rêve de Troie a une double fonction. Elle raconte la naissance de la vocation de Schliemann, mais passe sous silence sa formation. La scène de l'enfant qui rêve de Troie est tellement prégnante que le lecteur ne se demande même pas comment ce commerçant de plus de 40 ans est devenu archéologue. C'est la question que je me suis posée. Pour y répondre, j'ai essayé de reconstruire son itinéraire et je me suis mise à suivre ses pas à travers ses archives. En 1866, il vend son fonds de commerce, fait un long voyage en Orient, qu'il raconte dans son premier livre publié, La Chine et le Japon en temps présent. Il revient en Europe, visite l'Angleterre, puis il arrive à Paris. Il y investit dans l'immobilier, au moment où Napoléon III et le baron Haussmann modernisent la ville, qui devient ainsi la capitale du XIXe siècle. Schliemann va s'installer progressivement à Paris. Cette période parisienne, qui s'étend de 1866 à 1870, n'avait pas vraiment été étudiée. Mais dans son cas, il y a quelque chose d'autre. Dès ses premiers jours dans la capitale, il assiste à des cours et des conférences, au Collège de France et à la Sorbonne en particulier. Il commence aussi à fréquenter des sociétés savantes, comme la Société de géographie de Paris ou la Société d'ethnographie, puis assiste à des séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. À l'époque, les cours et conférences des institutions supérieures sont fréquentés en France et en particulier à Paris par un public large. L'université compte très peu d'étudiants qui cherchent une certification, mais de nombreuses personnes viennent écouter les savants pour se cultiver, pour le plaisir ou pour se faire voir. Dans ce milieu varié, un riche commerçant sans diplôme pouvait se sentir à l'aise et s'initier au savoir. Grâce à sa fréquentation des cours, il noue des liens avec des savants d'époque, en particulier avec l'helléniste Émile Heger, professeur à la Sorbonne. Heger le parraine, relit ses manuscrits et l'aide à intégrer le monde savant, qui était mondain sous le Second Empire, et où les relations personnelles et familiales restaient essentielles. Un mariage fut même envisagé entre un des frères de Schliemann, Ernest, commerçant de vin à Bordeaux, et la fille de Heger. Schliemann fréquente son salon et celui de son beau-père, Félix Désiré de Hecque, aussi helléniste, où il fera la connaissance de personnalités de l'époque, comme l'historien Ernest Renan. Il en rencontre d'autres dans les sociétés savantes, comme Charles Monnoir, secrétaire général de la Société de géographie, ou Vladimir Brunet de Presles,
l'helléniste et historien. 1869 est une année clé dans la vie de Schliemann. Il publie son premier livre qui contient l'autobiographie. Il obtient un doctorat de l'université de Rostock en y présentant ce livre ainsi qu'une traduction en grec ancien et en latin de sa préface. Il divorce de sa première femme, Yekaterina Petrovna Lichine, fille d'un marchand russe qu'il avait épousé en 1852 et avec qui il avait 3 enfants. Sa femme était restée en Russie et refusait de le suivre à Paris. Il épouse alors une jeune femme grecque de 17 ans, Sophia Engastromenos, avec qui il aura 2 enfants, prénommés Andromaque et Agamemnon. Schliemann forme Sophia et va créer un personnage imaginaire de femme savante qui évoque en même temps la belle Hélène, officialisant ainsi une participation à l'archéologie qui reste douteuse. Mais il construit de cette façon la figure du couple en harmonie qui vit dans et pour la science. Car c'est un des modèles que Schliemann retient du milieu parisien. Pour se consacrer à la science, il faut être secondé par une femme. En effet, les filles, sœurs ou épouses lettrées des savants de l'époque étaient des présences capitales dans les salons et faisaient, d'après ce qu'on sait, une partie du travail. Malgré son intégration dans le milieu parisien, les premières trouvailles de Schliemann sur le site de Troyes et ses premières hypothèses sur l'emplacement de la ville vont faire l'objet d'un violent rejet en France. Car en France, les savants sont attachés à l'hypothèse de Bounarbachi et à la méthode philologique, c'est-à-dire à la comparaison entre la topographie de la Troade et le texte homérique. Les fouilles ne sont pas considérées comme pouvant apporter de preuves décisives. Aucune de ces interprétations sur les objets archéologiques trouvés n'est acceptée en France. Mais ses adversaires n'ont pas toujours tort non plus, car on manquait encore des éléments permettant d'interpréter les trouvailles de Schliemann, qui venaient de mettre à jour une civilisation et une époque inconnues. On peut faire l'hypothèse que le monde académique français accepte mal son passage de l'amateur au savant, contrairement à d'autres pays. En cette deuxième moitié du XIXe siècle, les amateurs étaient admis dans la science, mais uniquement en tant que pourvoyeurs d'objets, alors que les savants se réservaient le terrain de l'interprétation. Mais la guerre contre les Prussiens, qui s'est soldée par la défaite française, contribue aussi à faire de Schliemann, qui est originaire du nord de l'Allemagne, un étranger dans ce milieu qu'il a fréquenté. Schliemann abandonne donc progressivement son ambition d'appartenir au milieu savant français. Il construit une carrière internationale, en partie en publiant des dépêches quotidiennes sur ses fouilles dans des journaux américains et allemands. En tant que chercheur, je me suis aussi interrogée sur les variantes que présentent les 4 autobiographies. Par exemple, dans la 3e autobiographie, Schliemann reprend et développe les scènes présentées dans Ithaque, mais il rajoute quelque chose. Il prétend avoir grandi entouré de légendes médiévales fantastiques auxquelles il croyait. Il pensait aussi que les trésors dont parlaient ces légendes de sa région natale pouvaient être retrouvés. Ces anecdotes semblent avoir été inspirées d'un ouvrage sur les légendes de son Mecklembourg natal et introduites par Schliemann pour confirmer le mécanisme qu'il utilise par rapport à Troie. Derrière le texte homérique, il y a une ville historique à trouver. Mais il les introduit aussi pour prouver que son intérêt pour l'archéologie précède la découverte du récit homérique. En d'autres mots, cette 3e autobiographie sépare sa passion pour l'archéologie de l'amour du monde homérique. Quant à la 4e et dernière version de l'autobiographie, Alfred Brückner, un archéologue allemand qui avait travaillé avec Schliemann à la fin de sa vie, y oppose imagination lettrée et science. D'après lui, l'imagination a amené Schliemann à la science, mais une fois qu'il a commencé à travailler en tant qu'archéologue, cette même imagination l'a induit en erreur et a proposé de fausses hypothèses. Or, Schliemann avait inséré son autobiographie dans ses ouvrages scientifiques, car son récit d'enfance permettait de légitimer sa vocation. En séparant autobiographie et récit archéologique, Brückner souligne le caractère exemplaire de la vie de Schliemann, mais occulte ses apports scientifiques. Les autobiographies, les archives, les livres publiés m'ont ainsi amené à saisir la logique de son écriture. Écrivant d'abord en différentes langues dans son journal,
Schliemann reprend des textes écrits par d'autres et s'y introduit en tant que personnage principal. Il devient ainsi le héros d'histoires et de bribes d'histoires vécues et racontées par d'autres. Homère, son cousin, des articles de journaux, des correspondants anonymes, un livre de légendes. Ces histoires sont reprises et transformées par Schliemann pour composer sa propre vie et son parcours scientifique. Il construit une vie faite de fragments repris à d'autres et dérobe sa propre intimité. Au fond, on ne connaît pas vraiment sa vie. Ses récits, autobiographiques et autres, ne sont pas véridiques, puisqu'ils ne racontent pas ce qu'il a vécu. Mais ils ne sont pas non plus fictionnels, puisqu'ils racontent des événements vécus par d'autres et empruntés par Schliemann. Son écriture crée ainsi une adhésion et une fascination particulières. Et même si nous considérons qu'il n'est pas devenu archéologue parce qu'enfant il rêvait de Troie, son histoire nous fait toujours rêver aujourd'hui. Parce qu'à plus de 40 ans, il a accompli un changement radical dans sa vie, poussé par la passion de la science. Et parce qu'il a diffusé l'idée que derrière les légendes, il y a une vérité à découvrir, qui a été reprise par de nombreux auteurs, écrivains et réalisateurs de films. L'hypothèse principale autour de laquelle s'organise toute ma recherche est ainsi définie. C'est par et grâce au récit que Schliemann devient archéologue.